Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler du Game 7 à venir entre le Thunder et les Pacers qui se jouera dans la nuit de dimanche à lundi. Pour m'accompagner, c'est Charles que je salue immédiatement. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. On l'avait presque dit ou pas? Je ne sais plus, Charlie, on l'avait mais on le voulait celui-ci. Annoncé. On le voulait ce Game 7. Ouais, c'est clair, c'est le dénouement parfait pour cette saison. Et puis alors, moi ce qui me fait doucement rigoler, c'est tous les pisse froids du début de ces finales où on était là, ouais, machin, regardez les audiences, blablabla, c'est nul, ça intéresse plus personne, ça y est, la saison, elle est morte. C'est peut-être une des meilleures finales qu'on ait eues depuis longtemps, depuis très longtemps. Moi, je suis clairement d'accord avec ça. D'un point de vue stratégique, enfin bref, on va en parler. Je vais en profiter dès le début du podcast pour annoncer que il y aura beaucoup de choses à venir pour le podcast NBA Corner. J'ai un numéro prêt à sortir samedi matin pour la draft 2025. J'ai eu un invité, Flavien Porta, qui est venu me parler des 5 Français qui sont potentiellement susceptibles d'être sélectionnés au premier tour de la draft 2025. Donc lui, c'est sa spécialité de suivre les jeunes talents français. Donc il va nous présenter un petit peu chaque profil, nous dire un petit peu quelles sont leurs forces, leurs faiblesses. Voilà, faire une présentation pour que vous ayez une idée de qui sont les joueurs français attendus de cette draft 2025. Pour les autres drafts, Cooper Flag, enfin pour les autres stars de la draft, Cooper Flag, Dylan Harper et tout le reste, ça je vous laisse voir avec les autres podcasts qui sont beaucoup plus spécialisés là-dedans, comme moi vous le savez. Pour ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, moi je ne suis pas spécialiste de la NCAA, des universitaires et tout. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu Flavien pour parler des Français. Pour le reste, ça sera couvert par d'autres médias où vous pouvez aller jeter un œil. Et puis voilà, donc il y aura ça. Toi et moi, Charlie, on se retrouve lundi soir, pour le débrief du Game 7. Alors, ça sera lundi soir un peu tard parce que toi et moi, on travaille, mais on va se parler le soir. Donc, le numéro risque de sortir dans la soirée. Ouais. Je le mettrai en ligne, à mon avis, 22-23 heures pour les plus courageux et les plus motivés. Et puis les autres, vous pourrez découvrir ça mardi matin. On fera le bilan de ces finales, de la saison, de tout ce que ça veut dire pour les uns et les autres. Donc voilà. On se retrouvera également le vendredi pour le moment après la draft. Donc là, on discutera, toi et moi, donc, des joueurs qui ont été draftés, mais surtout des joueurs qui vont être transférés au cours de la draft. On parlera notamment du transfert de Desmond Bane à Orlando à ce moment-là. On parlera de tous les autres transferts qui vont avoir lieu donc dans le podcast de vendredi prochain. Voilà, et ensuite, toi et moi, on traitera bien évidemment de tout ce qui concerne l'intersaison, les transferts, donc début juillet. Ça, on vous fera le planning du mois de juillet à venir. On vous le fera en temps et en heure. Avant de commencer sur le Game 6, Charlie, j'aimerais parler avec toi de la vente des Lakers. Bien évidemment que je vais envie de te parler de ça. 46 ans après avoir racheté la franchise pour environ 68 millions de dollars, avec laquelle elle a remporté 11 titres, la famille Buss vient de vendre les Lakers de Los Angeles au financier Mark Walter, déjà propriétaire de l'équipe de baseball des Dodgers dans la Cité des Anges, pour la somme record de 10 milliards de dollars, une opération d'envergure qui se concrétise quelques mois seulement après que leur rival historique, les Celtics, ait été vendu pour un peu plus de 6 milliards de dollars. Le milliardaire de 65 ans s'est associé avec Todd Boehly en 2021 pour acheter 27% de la franchise, qui était alors estimée à 5 milliards à l'époque. Donc, elle a ça fait le double de valeur en l'espace de 4 ans. Il avait obtenu une clause d'ailleurs à ce moment-là qui lui donnait le droit d'un premier regard dans le cadre d'une négociation de vente, ce qu'il a eu et ce qui lui a permis de faire l'acquisition des Lakers. Jenny Buss, qui avait hérité du contrôle des Lakers
en 2017 et sa famille garde 18% des parts. Elle-même restera à la tête des opérations en tant que gouverneur selon l'accord qui a été signé. C'est contractuellement décidé, c'est pas un truc honorifique ni quoi que ce soit. C'est inscrit dans le contrat qui a été dans le contrat de la vente. Il faut toutefois s'attendre à des changements au sein de l'organisation. Mark Walter a la réputation de ne pas perdre son temps dans sa poursuite vers les sommets et il n'a jamais eu peur d'investir dans les talents qui lui permettront de remporter des titres, comme avec les Dodgers. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Ils ont gagné le titre en 2020, ils ont gagné le titre en 2024, avec des recrutements très, très onéreux. Charles, quel regard portes-tu sur cette vente ? Bon, il y a plusieurs aspects. D'abord, évidemment, c'est la fin d'une ère, tu l'as dit, celle de la famille Buss qui a détenu la franchise pendant plus de 45 ans et qui a connu tellement de succès, 11 titres je crois, en 17 finales, et puis surtout qui était absolument incontournable dans le paysage NBA. L'autre aspect, c'est le montant qui est absolument hallucinant. Écoute, pour le moment, je trouve que c'est difficile de savoir précisément à quoi s'attendre. D'abord parce que, honnêtement, je suis surtout concentré sur les finales NBA. Ensuite, parce qu'il faut savoir il faut savoir d'en attendre plus sur les intentions du nouveau propriétaire pour savoir à quoi s'en tenir. Alors, oui, tu l'as dit, c'est un personnage qui est bien connu du monde du sport US. C'est aussi un personnage qui, selon la formule, a les poches profondes. Plus certainement que la famille Buss, parce que c'est quelque chose que les fans des Lakers ont parfois regretté. Ils étaient pas toujours prêts à beaucoup dépenser pour la franchise. A priori, Mark Walters a des moyens très nettement supérieurs, ce qui évidemment fait rêver pas mal de fans. Bon, on verra. Dans l'absolu, on sait qu'en NBA, c'est pas forcément les équipes qui dépensent le plus qui s'en sortent le mieux. Et d'ailleurs, la finale entre OKC et Indiana l'illustre extrêmement bien. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que moi je suis content que ça se passe de manière aussi fluide. L'accord a déjà été trouvé, les tractations ont été menées de manière privée sans que tout soit étalé sur la place publique. C'est pas toujours le cas dans les ventes de franchises ces dernières années. Donc, plutôt content de la manière avec laquelle ça s'est passé. J'ai vu que Luka Doncic avait réagi en expliquant sur les réseaux sociaux, d'abord en remerciant la famille Buss et aussi en se projetant un peu vers la suite. On verra. Pour le moment, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Je pense avant tout qu'il faut rendre hommage à la famille Buss qui est aujourd'hui, qui fait partie des figures historiques de cette franchise des Lakers et qui a beaucoup apporté, qui a eu beaucoup de succès. C'est vraiment une page qui se tourne et c'est bien que ça se passe de manière aussi fluide. Oui, complètement. Ouais. L'opération est clairement une bonne chose pour Luka Doncic parce qu'il récupère un propriétaire qui a déjà démontré son envie de remporter des victoires, de s'entourer des meilleurs éléments pour que ce soit au niveau des gens qui prennent les décisions, des décisionnaires en termes de front office et tout ça, ou des talents qui sont dans l'effectif. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus sur le fait il est plutôt, il a de quoi être content, Luka Doncic, pour Ouais. son avenir à LA. Et je pense que la famille Buss était très content d'avoir mis la main sur Luka Doncic pendant un processus de vente aussi, parce que je pense qu'en termes de valorisation de la franchise, avoir un talent aussi jeune, non mais c'est vrai, enfin tu vois, c'est mais Charlie, important. Mais j'ai envie de te dire que là, la machine à complot, Évidemment. elle est totalement repartie de Ah poubelle. Le oui, fait non, que les Lakers partent à 10 milliards quelques mois après avoir récupéré Luka Doncic, après que les Mavericks aient récupéré le premier pick de draft pour récupérer Cooper Flag, tout ça se passe dans un mouchoir de poche avec un taux de probabilité qui est proche du néant. C'est absolument formidable, quoi. Voilà. Alors je vais pas mettre une pièce dans la machine parce que j'ai pas de temps à perdre à parler de tout ça. Oui, La et de toute NBA. façon, on saura jamais vraiment. Donc, voilà. La NBA est comme elle est et puis voilà, c'est eux qui gèrent leur histoire. Là, je pense que où les fans des Lakers peuvent être contents, c'est que moi, le truc que j'ai trouvé bien, c'est que ça va potentiellement mettre fin à l'influence en coulisses de Kurt Rambis et de sa femme Linda, qui avait totalement l'oreille de Jenny Buss. Et je pense que ça va se passer autrement cette fois. D'ailleurs, j'ai hâte de voir comment Jenny Buss va opérer dans cette nouvelle configuration, quel va être exactement son pouvoir décisionnaire sur ce qui va se passer désormais. Est-ce que Rob Pelinka est menacé ? Il commence déjà à y avoir des premières rumeurs sur le fait que le nouveau propriétaire pourrait refondre totalement le front office. Le nom de Bob Myers, parce qu'ils ont des liens avec UCLA et tout ça, pourrait se voir offrir le poste selon quelques insiders.
Là, pour le moment, Pelinka, il est dit qu'il devrait rester en place pour 2025, mais grosso modo, l'intersaison qu'il est en train de vivre maintenant et dès le début de saison prochaine, Rob Pelinka, à la moindre erreur, potentiellement, le couperet peut tomber, j'ai l'impression. Alors oui, après Pelinka, il a quand même prolongé son contrat en avril, je crois, donc à un moment où le processus de vente était quand même logiquement déjà enclenché. Mm-hmm. Donc je pense que c'est quand même un certain gage, au moins sur le futur très Tout à proche. fait. Après, effectivement, t'as raison, on ne sait absolument pas ce qui va se passer dans les années qui viennent. Bah là, ce qu'on ne sait pas, en fait, c'est la relation entre Pelinka et Mark Walter et à quel point, effectivement, comme tu le dis très bien, comme tu as tout à fait raison de le souligner, à quel point sa prolongation était déjà actée du point de vue du nouveau propriétaire et que tout ça était plutôt fluide. Bah, de toute façon, il y a forcément des relations entre Mark Walter et Pelinka. Je veux dire, au-delà même du processus de vente des Lakers, c'est deux personnages qui sont importants et presque incontournables dans le sport US. Tout à Pelinka, c'est fait. un ancien agent de joueur, c'est un mec qui a un carnet d'adresses qui est absolument colossal. Donc, dans tous les cas, les deux se connaissent et les deux savent à quoi s'attendre l'un envers l'autre. En tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis pour la NBA, enfin, je veux dire, là, aujourd'hui, je sais pas si on comprend bien à quel point cette ligue est inondée par les milliards de dollars aujourd'hui. Le fait que les Lakers partent à 10 milliards de dollars, ça vient d'augmenter, de fait, le tarif pour les futures franchises. Donc, si Las Vegas et Seattle sont les deux franchises qui sont censées arriver pour l'expansion de la draft, ça va graver. Là, aujourd'hui, le tarif auquel partent les Celtics et les Lakers est en train de faire monter forcément le prix d'acquisition d'une équipe à venir. Alors, ça ne sera pas 10 millions, mais ça va être Milliards. excessif. Milliards, pardon. Pardon. Euh, et là, je pense que les 30 propriétaires actuels se frottent les mains en se disant, mais on va toucher un pactole pas possible. C'est clair. Et là, je répète aussi, on peut continuer de dire ah, regardez les audiences, machin, tout ça, et de faire les fines bouches en disant que la NBA est en train de perdre de sa superbe et ainsi de suite. Je rappelle un tant soit peu que cet été, le nouveau contrat des droits TV va être actionné et on parle de 76 milliards de dollars sur 11 ans, où le salary cap va grimper sur les prochaines années. La NBA est sur une espèce de pente ascendante. C'est hallucinant. Enfin, je veux dire, quelqu'un me dit aujourd'hui à NBA, ah bah dis donc, ils ont plus le vent en poupe. Hein. De quoi vous parlez? Ils ont jamais eu autant d'argent qui infuse la ligue, quoi. Ouais, non, C'est tout à fou. fait, effectivement, c'est une nouvelle, enfin, c'est une, entre guillemets, bonne nouvelle, effectivement, pour la santé financière de la Ligue, et c'est effectivement, comme tu l'as dit, la preuve que la NBA n'est pas du tout en perte de vitesse. Oui, voilà, ouais, tout à fait. Je... C'est quelque chose qui me fascinera toujours, les gens qui persistent et qui signent sur cette théorie que la NBA est mal en point, alors que c'est l'exact contraire qui est en train de se passer, quoi. En tout cas, d'un point de vue financier, je veux dire, aujourd'hui, que ce soit Adam Silver ou tous les 30 propriétaires qui sont. C'est eux les stars de l'histoire, au final. C'est eux qui palpent le Ah, plus. c'est eux qui s'en mettent plein les Euh, fouilles, oui. oui, voilà, eux, ils sont là pour ça. Et de leur point de vue à eux, tout se passe absolument de la meilleure des manières qui soit. Tout à fait, ouais, ouais, non, ça, je suis bien d'accord. Voilà. Donc bref. On va parler du Game 7 des finales NBA. Bien évidemment, ça ne pouvait pas se passer autrement. Après 6 matchs disputés, le Thunder et les Pacers sont à égalité dans ces finales NBA, d'une qualité rare, ultra compétitive, d'un niveau stratégique de très 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 haute volée, un engagement physique et mental peu commun. Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers se sont imposés dans un Game 5 où, encore une fois, leur défense s'est révélée intraitable et où Jalen Williams a démontré des qualités de jeu qui en font le parfait lieutenant au MVP en titre, avec cette capacité à prendre ses responsabilités dans la création, au scoring et en défense. En face, les Pacers semblaient à la peine, après un Game 4 où ils ont perdu le contrôle du match dans les dernières minutes, et un Game 5 où, en plus d'accumuler les balles perdues en fin de rencontre, alors qu'ils avaient réussi à revenir à 2 points du Thunder, hein, je le rappelle, dans le 4e quart-temps. Tu avais l'impression que c'était un raz-de-marée d'OKC, et il y a un moment dans ce 4e quart-temps, les Pacers sont à 2 points du Thunder.
Et c'est ce qu'a fait Indiana pendant tous ces playoffs, je le rappelle. Ouais. Ils ont terminé donc ce Game 5 avec la plus grande, le plus grand point d'interrogation qui était la blessure au mollet de Tyrese Haliburton, où on s'est dit, là, il est diminué. Potentiellement, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il va pas jouer? C'était une vraie question qu'on s'est posée. Lui a dit, je vais jouer, bien évidemment, parce que là, on est dos au mur de toute façon, donc il n'y a pas le choix. Et on le sait tous, quand tu n'es pas à 100% de tes moyens face au Thunder, tu risques rapidement d'être en difficulté. Mais c'est mal connaître ces Pacers qui, au Game 6, a une nouvelle fois surfé sur les exploits de ses remplaçants notamment, que sont TJ McConnell et Obi Toppin, dont l'énergie s'est révélée décisive dans un second quart-temps remporté 36-17. Indiana s'est offert une victoire claire, nette et sans bavure face à OKC au meilleur moment qui soit. Au moment de se présenter sur le parquet pour le Game 7 qui se jouera dans la nuit, je le répète, de dimanche à lundi, le premier Game 7 des finales depuis 2016, les Pacers seront en pleine confiance, sûrs de leur basket. Il faudra au moins ça pour espérer se défaire de l'ambiance survoltée des fans du Thunder qui jusqu'alors ont toujours aidé l'équipe à se sublimer quand c'était nécessaire. Une chose est sûre, c'est que ces deux équipes nous offrent des finales d'exception et que le vainqueur et le vaincu, de mon point de vue, pourront sortir de cette confrontation la tête haute. Qu'est-ce que tu en penses, Charlie? Écoute, moi j'avoue qu'après le match 5, j'ai eu vraiment peur. J'ai vraiment eu peur que la fin de la série soit gâchée par la blessure d'Haliburton, qu'Indiana s'effondre un peu à cause de ça. Mais encore une fois, une fois de plus, c'était les sous-estimés. D'abord, il a réussi à tenir sa place. On sentait bien qu'il était prêt à tous pour être sur le parquet. Mais la question, c'était de savoir dans quel état. Parce que tu l'as dit, face à cette équipe de Casey, ne pas être à 100%, c'est compliqué. Et finalement, il aurait pu même coûter à son équipe, comme ça a pu être un peu le cas sur le match 5. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été bon, bien meilleur que sur le match 5, et le scénario du match, avec un gros écart créé par les Pacers dès le deuxième quart-temps, comme tu l'as dit, a en plus permis à Carlisle de le gérer. Il a joué que 23 minutes en tout, il a pas foulé le parquet de tout le quatrième quart-temps, c'était pas le seul dans ce cas-là, mais c'était le scénario idéal. Écoute, ce Game 5, il était étonnant un peu. Moi, au-delà de la blessure d'Haliburton, déjà, contrairement à ce qu'on pouvait penser, Daigneault n'a pas changé son 5 pour aborder ce match. Il a maintenu la doublette Chet Holmgren-Hartenstein sur lequel on avait quelques doutes. Ouais. Et c'est vrai qu'une fois de plus, Indiana s'est battu. Ils ont encore raté leur première mi-temps. C'est pas la première fois dans ces finales, et c'est quand même un peu un truc c'est une tendance qui est vraiment dangereuse pour eux. Tu l'as dit, ils se sont rapprochés d'OKC. Il y a même eu un moment où je me suis dit, en regardant le troisième et le début du quatrième quart-temps, qu'ils allaient encore nous faire le coup d'aller arracher une rencontre où on les voyait perdants. Mais ouais, quand ils sont revenus à 2 points, après ils ont perdu 4 ballons consécutifs et ils se sont fait plier dans la minute qui est suivie. Ouais, tout à fait, c'est ça. OKC a été trop solide, et surtout Indiana a pas pu s'appuyer sur Haliburton, donc on l'a dit, qui était vraiment diminué par sa blessure au mollet. Siakam, lui, a été énorme, et d'ailleurs si Indiana a pu espérer en quatrième quart-temps, c'est surtout grâce à lui, mais pas que. McConnell aussi a été incroyable. McConnell, décidément. Il nous fait des finales, c'est fou, mais ouais, OKC trop dominant, défense énorme, Jalen Williams remarquable, Shai Gilgeous-Alexander tellement solide. Indiana s'est battu au rebond notamment, mais la défense de Casey a forcé trop de pertes de balles, 23 sur la rencontre pour Indiana, je crois. Aaron Wiggins, Cason Wallace, important en sortie de banc. Alors, parfois sur cette série, ils ont été un peu en galère, mais là, ils étaient vraiment précieux. Jalen Williams, ça fait un match de patron, vraiment. Ouais, c'était fou. C'était hallucinant. 40 points. 24 ans, le gars. Ouais, c'est ça. 40 points avec d'excellents pourcentages, 6 rebonds, 4 passes. Il est incroyable. Et puis une qualité dans son jeu, à la création. Tout à fait. Dans ses lectures de jeu. Une forme de maturité impressionnante. Ouais, et ce qu'il est capable de faire, la variété de son jeu à son âge est absolument époustouflante. Exactement. C'est fou. Exactement, tu l'as dit. Non, mais tu as tout à fait raison. Tu l'as dit, il a que 24 ans, il a que 3 saisons NBA dans les jambes. Avoir un tel niveau de performance en finale, c'est remarquable. Et j'en profite pour revenir sur ce truc dont on a discuté plusieurs fois déjà, cette plainte de certains spectateurs NBA qui disent qu'il n'y a pas assez de stars dans ces finales. Je pense sincèrement que Jalen Williams est en train de prouver de manière assez claire qu'aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, il est une star en devenir, sinon déjà une star. D'ailleurs, il a été adoubé par Scottie Pippen, qui a quand même expliqué se reconnaître en lui, ce qui, franchement,
est un compliment, ma foi, assez sympathique pour un aussi jeune joueur. Ouais. Et ouais, vraiment, sur ce match 5, on a retrouvé le OKC qu'on a souvent vu cette saison, en fait, une sensation de maîtrise hallucinante. Et même quand Indiana est revenu à une ou deux possessions, il n'y a eu aucun affolement. En fait, cette équipe, si offensivement ça répond présent, et sur ce match, évidemment qu'ils ont répondu présent, derrière, il y aura les stops défensifs pour refaire l'écart. Et c'est vraiment ce genre de match où on a cette sensation que la défense d'OKC est vraiment un cran au-dessus, en fait. Il y a des séquences où on a l'impression de voir des adultes contre des enfants. Et en fait, ce qui m'a inquiété, moi, sur cette rencontre, au-delà de l'aspect physique pour Haliburton, c'est que pour la première fois dans ces finales, et notamment en première mi-temps, j'ai vraiment eu l'impression qu'Indiana perdait un peu son basket collectif. Il y avait une espèce de frustration de pas parvenir à jouer leur jeu qui les faisait complètement Ouais. dérailler. On a vu des séquences d'ISO. C'est une des premières fois que j'ai vu un match où je me disais qu'est-ce que tu fous, Lembart. C'est vraiment c'est très rare que je me dise ça concernant Lembart. Et c'est quelque chose que tu as plusieurs fois évoqué avec Je me la suis défense. dit la même Ben chose. ouais, mais en fait, devant le match, moi je repensais à ce que tu avais dit la semaine dernière, je crois, à propos de la défense d'OKC. Elle est tellement usante, elle est tellement frustrante. Elle sort ses adversaires de leur schéma, elle les pousse à la frustration. Et c'est vraiment ça la sensation que j'ai eue en première mi-temps. Alors après, effectivement, le troisième, le troisième carton et le début du quatrième m'a un peu rassuré dans le sens où bah, Indiana a montré qu'ils s'écroulaient pas, ils arrivaient à retrouver un peu de leur basket. Même avec un Haliburton très diminué, bah, il y avait quand même quelque chose qui se créait. Mais, Complètement. mais ouais, voilà, c'est ce match 5, ça a été vraiment une très belle performance de Casey et une performance très moyenne d'Indiana. Et en fait, le match 6, c'était l'inverse. Et une nouvelle fois, on se retrouve sur ces espèces de matchs miroirs où on a un peu vraiment l'impression que les deux équipes peinent à faire à enchaîner les meilleurs matchs. Et c'est probablement aussi pour ça que ces deux équipes qui avant ces finales, n'avaient pas été battues deux fois d'affilée. Et ce match 6, bah ouais, la présence d'Haliburton déjà est rassurante. Et ensuite, très rapidement dans le match, on a vu que Indiana était là, en fait. Collectivement, ça répondait présent. La défense qu'on avait vue notamment dans le quatrième quart-temps du match 3 était bien au rendez-vous. Ils sont assez bien rentrés dans le match, même si les premières minutes ont été compliquées. Il n'y a aucun tir qui rentrait. OKC matraquait la raquette. Mais on n'a jamais eu cette sensation, tu vois, qu'ils perdent des pieds qu'on pouvait avoir au match 5. On n'a jamais eu cette sensation qu'ils se perdaient dans leur jeu collectif. Ils ont retrouvé le chemin du panier via Siakam. Et très vite, ils sont rentrés dans leur match et ils ont pris l'ascendant sur cette équipe de Casey qui, elle, pour le coup, perdait complètement ses repères. Oui, la défense des Pacers dans ce match 6 est quand même absolument. Remarquable. C'est ouais, c'était quand même assez fou le niveau défensif. On n'a pas eu de match comme ça des Pacers de toutes ces finales. Peut-être le Game 3, mais il y a jamais eu autant les Pacers n'étaient pas aussi dominants. Là, ils ont totalement dominé cette rencontre. En fait, je trouve Et dès le deuxième quart-temps. ouais, en fait, je trouve qu'il y avait encore plus de maîtrise même que sur ce match 3 parce que, en Mmh. fait, c'est le match 3, tu vois, par exemple, ils allaient le chercher extrêmement haut. Enfin, en fait, on sentait qu'il y avait presque un côté, c'était presque pas l'énergie du désespoir ce match 3, mais tu vois, il y avait vraiment un côté, il se transcendait. Là, j'ai trouvé que la défense, elle était plus maîtrisée, en fait. Ils ont pas eu besoin d'aller chercher Shai Gilgeous-Alexander Oui, aussi haut. Ils ont eu un timing sur les prises à deux qui a été excellent. Nembhard a été monstrueux des deux côtés du parquet. Et ouais, franchement, je les ai trouvés vraiment impressionnants défensivement. et de tous ces playoffs, OKC, je les ai rarement vus prendre l'eau comme ça. Tout à fait. Euh, T'as toujours l'impression avec le Thunder qu'ils sont capables de remporter n'importe quelle rencontre. Et que, quelque part, tu arraches une victoire contre eux. Les victoires sont arrachées et non pas claires, nettes et précises. Oui, oui. Et là, dans ce Game 6, c'est ce qu'ont réussi à faire les Pacers. Et tu vois, après le Game 5, toi et moi, on avait parlé. Après le Game 3, Game 4, on a fait notre podcast et on s'est dit, ouais, tiens, t'as vu, les Indiana, ils sont dans une espèce de dynamique collective. Ils ont perdu le Game 4, c'est pas forcément OKC qui allait le gagner. Ils ont cafouillé leur basket, mais pendant 3 quarts-temps, ils ont été dominants, ils ont réussi à installer leur basket, tout ça. Et quand j'ai vu le Game 5, je me suis dit, mais j'étais assez partagé en fait. J'étais partagé dans le sens où on avait un match un peu assez classique de Casey, c'est-à-dire rouleau compresseur, on provoque des balles perdues dans tous les sens. Je veux dire, Indiana, ils perdent 23 ballons et ça génère 32 points pour OKC derrière, quoi. Ouais. C'est un truc de fou, quoi. Et de l'autre côté, OKC, ils perdent 11 ballons, mais ils ne concèdent que 9 points sur ces 11 ballons perdus. Donc,
et c'est ce qu'on avait dit toi et moi d'ailleurs dans la preview, on l'a dit et répété dans les 2 autres podcasts qu'on a fait. On est dans ce duel dans un jeu de possession. C'est qui va multiplier les possessions et ça veut dire ne perdre le moins de ballons possible, concéder le moins de points possible sur les ballons que tu perds et essayer le plus possible de remporter la bataille des rebonds. Et c'est ce qu'on voit là sur 6 matchs, c'est la tendance générale du truc. J'ai regardé match après match, la plupart du temps, l'équipe qui va l'emporter, c'est l'équipe qui va perdre le moins de ballons et qui va remporter la bataille des rebonds. Et t'as le match 1 qui est une vraie anomalie parce que les Pacers perdent 25 ballons, 7 seulement pour OKC. Sauf que sur les 25 ballons qu'ils perdent, OKC ne marque 11 points. C'est complètement fou. Cette stat est complètement folle. C'est complètement dingue. Et donc, il remporte ce match au buzzer, ce qui était déterminant pour la suite des événements. C'est clair. Mais voilà, le match 4, c'est OKC qui remporte la bataille des rebonds, notamment grâce à Chet Holmgren, qui a été absolument magistral, bien qu'il fait une série plutôt compliquée. Chet Holmgren, il est bon défensivement, il est plutôt bon au rebond, mais en termes d'adresse... offensivement, c'est quand même la galère. Dans les balles perdues, finalement, tu regardes le match 2, c'est 15 balles perdues pour les Pacers, 14 pour OKC. Les points concédés, il y a 3 points de différence, donc c'était pas tant que ça. Et par contre, OKC a remporté la bataille des rebonds. Game 3, c'est 42 rebonds pour OKC, 36 pour Indiana, 19 ballons perdus pour OKC, 14 pour Indiana. Et il y a un différentiel de 7 points sur les points encaissés. Au Game 4, c'est OKC donc, qui a remporté la bataille des rebonds. Game 5, Indiana remporte la bataille des rebonds, mais se fait laminer en raison des ballons perdus. Match 6, plus de rebonds pour Indiana et la bataille des ballons perdus remportée également. Ça a fait cette espèce de score pas possible. Un autre truc qui est extrêmement intéressant dans les tendances que je regardais sur les 6 matchs de ces playoffs, c'est les 3 points du Thunder dans les défaites. En fait, les trois plus gros matchs où ils ont perdu des ballons, le Thunder, ça s'est déroulé dans ces finales face à Indiana. C'est assez dingue. Ouais. Et dans les 3 matchs, ils ont une adresse à 3 points qui est catastrophique. Ils étaient à 10 sur 22 dans le Game 3, dans le Game 1, 3 sur 17 dans le Game 3 et 8 sur 30 dans le Game 6. Bah après, de toute façon... Ils sont à 30% et ils n'arrivent pas... En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que donc ils sont à 23 tentatives à 3 points pendant ces finales. Ils étaient à 38,8 en saison régulière. J'ai envie de dire que l'équipe qui arrive à empêcher l'autre de tenter ses tirs à 3 points et de générer des 3 points ouverts, ou plus ou moins ouverts, on va dire, t'as une bonne chance de gagner si tu arrives à faire ça, parce que ça correspond à aussi la santé de ta défense et de ta présence au rebond. Ouais, après, ça fait pas tout non plus. Il y a, tu vois, le match 4, non. Le match 4 dont on a parlé, en plus de cette statistique hallucinante de la victoire de Casey après avoir mis 3 points dans le match, quoi. C'est de la folie. Mais en fait, il y a tellement d'éléments. Cette équipe de Casey, c'est aussi là qu'elle est si difficile à manœuvrer. C'est qu'en réalité, elle a tellement de forces sur lesquelles s'appuyer. En fait, tout dépend principalement de leur défense. Offensivement, on sait bien que c'est une bien meilleure équipe défensive qu'offensive, tu vois, il y a aucun souci là-dessus, mais ils arriveront toujours à aller grappiller les points, ils arriveront toujours à aller matraquer la raquette, à aller chercher des lancers, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est principalement comme ça qu'ils remportent le match 4. Mais c'est sûr que, en tout cas, à mes yeux, l'adresse extérieure est beaucoup plus importante pour Indiana qu'elle ne l'est pour OKC. Ah mais absolument. Et là, dans le match 6, Indiana prend 18 tirs de plus que OKC. Ouais. C'est absolument énorme. C'est absolument énorme. Et ce jeu des possessions, ça sera le nerf de la guerre entre ces deux équipes. Et pour OKC, le but dans le Game 7, c'est de retrouver ce mode rouleau compresseur qu'on leur a connu à travers ces playoffs et à certains moments dans ces finales, match 2 et match 5 principalement.
où effectivement, quand le Thunder arrive à prendre à la gorge leur adversaire, ou comme tu disais tout à l'heure, tu as cette sensation que rien n'est possible, qu'aucune passe n'arrive, qu'aucun shoot n'est ouvert, que tu perds le ballon à chaque possession bientôt. Et c'est terrible quand ça t'arrive. Et le Thunder est capable de faire ça, sans compter le découragement que ça peut provoquer. Bien que Indiana, pour le coup, eux, pour les décourager, faut se lever tôt le matin, quoi. Ouais, et bizarrement, dans ce match 6, en fait, ceux qui se sont découragés, c'est OKC, en fait. Je veux dire, Oui, c'est une des rares fois dans cette finale qu'on a vu une équipe lâcher la corde, quoi. absolument. En fait, moi, devant le match, tu vois, il y a eu ce deuxième carton où ils se sont fait matraquer, hein, se sont fait détruire. Il y a 36-17 dans le deuxième carton. Il y a la mi-temps, et moi, devant le match, je me dis un peu, bon, bah, Denio va trouver les mots, va trouver les ajustements, etc., etc. Et puis en fait, dans le début du troisième quart, il y a une séquence de 4 ou 5 minutes pendant laquelle OKC n'arrive pas à inscrire le moindre panier. Et en face, t'as les Pacers qui non seulement font le boulot, mais en plus s'enflamment avec des actions spectaculaires comme le dunk en transition de Siakam sur une passe d'Haliburton. Oh la La vache, salle, cette action, mon gars, mais mais oh là ouais, là. la salle devient Mais je me complètement suis folle. levé, Ouais, non, mais moi aussi, non, mais c'était trop bien. j'ai C'était hurlé trop devant bien. cette Non, mais action. en plus, C'était. Mais l'ambiance qu'il y avait, Siakam fait des finales. Charlie, extraordinaire. c'est le MVP des finales. Clairement, si c'est Indiana qui l'emporte, Alors, moi, je vois même pas comment il gagne pas le MVP des j'ai vu finales. qu'il y avait beaucoup de discussions sur le sujet, et quelque part, en fait, moi, je suis content qu'il y ait des discussions, parce que Ouais. c'est so Pacers, tu vois. Genre, en fait, c'est so Pacers. Là, si demain, il y a 3 ou 4 mecs dans cette équipe, s'ils sont élus MVP des finales, t'as pas envie de crier au scandale. Moi, je suis d'accord avec toi. S'il remporte le Game 7, je le donnerai à Siakam. Mais en fait, tu vois, ce match 6, il est un peu à l'image de cette équipe, en fait. Tout le monde a été au diapason. Le seul qui a connu un match compliqué, finalement, c'est Miles Turner. Mais sinon, Nembhard, tellement important des deux côtés du parquet, Nesmith et Ben Shepard aussi ont été très importants. Les deux Factor X en sortie de banc, Obi Toppin et TJ McConnell, qui sont mais juste hallucinants. Mais Topin, il m'impressionne beaucoup. Ah, il est fou, Toppin. Il est fou. Il m'impressionne énormément. Après, tu vois, sur ce match 6, c'est lui qui a particulièrement brillé par son apport au scoring, mais si ça se trouve, sur le match 7, ça sera Mathurin ou quelqu'un d'autre, tu vois. En fait, c'est un peu le principe de cette équipe. Tu sais jamais qui va t'administrer le poison, en fait. Ouais, et ça leur importe peu au final. Tout à fait. Aucun ne donne d'importance à cette histoire. Et c'est ce qui fait que c'est assez impressionnant en fait, cette équipe des Pacers. Ouais, et vraiment, enfin voilà, moi je trouve que cette équipe, ce match 6, cette victoire, elle porte vraiment leur marque, tu vois, la marque du collectif, d'une équipe qui doute pas, qui se pose pas de questions, qui joue son jeu. En plus, porter vraiment, j'insiste, parce que l'ambiance qu'il y avait sur ce match 6 était géniale. Alors oui, OKC a fait un tout petit match. Je dis pas le contraire. C'est clair qu'ils ont pas mis l'intensité qu'ils auraient dû mettre, mais c'est aussi parce qu'Indiana a fait le boulot, en fait. Ils les ont pas laissés souffler, ils se sont battus au rebond, ils ont fait des meilleurs choix offensifs, ils ont su imposer leur rythme. Et d'ailleurs, OKC fait un plutôt bon premier quart-temps. Hein. C'est pas comme s'ils étaient arrivés à Indiana en n'étant pas dans leur basket, en étant complètement dilettantes. Non, non, ils font une bonne entame. C'est eux qui mettent les premiers la main sur le match. Bien sûr. Sauf que Indiana l'a jamais l'affaire. Et à partir du deuxième quart, c'est fini, en fait. C'est fini. Ouais. Pour redonner une idée de l'exploit qui attend les Pacers potentiellement, le Thunder dans ses playoffs ont 10 victoires et 2 défaites à domicile. Les 2 défaites ont été obtenues au buzzer. Donc les Pacers dans le game 1 et Denver au game 1 aussi, il me semble, ou game 2 en demi-finale de conf. Donc il y a ça. Les 3 matchs qu'ont joué le Thunder face aux Pacers dans ces finales à domicile, ils ont mené au score 141 minutes sur 144 minutes jouées. Ça va. Ça va, les mecs sont pas trop... ils partagent, quoi. Donc, euh, donc c'est quand même un sacré truc qui attend les Pacers. Pour moi, la clé pour Indiana, ça va être leur capacité à réitérer l'intensité défensive qu'ils ont réussi à mettre dans ce Game 6. Ouais, c'est clair. Et ça va aussi dépendre de l'arbitrage. Moi, j'ai trouvé qu'il y a des choses qui sont sifflées dans certains matchs et qui ne le sont pas dans d'autres. Et c'est toujours très compliqué parce que ça détermine beaucoup l'engagement défensif de part et d'autre. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais si les Pacers arrivent
à faire perdre pied offensivement, à les maintenir hors rythme à domicile, ce qui va pas être une mince affaire, ils ont véritablement une chance. Et ne pas perdre de ballon, et essayer d'éviter de donner plus de possession en ne s'imposant pas au rebond, et tout ce dont on a parlé déjà. Et voilà, et après, il va falloir espérer qu'effectivement, Topin, McConnell, Mathurin, quelqu'un du banc continue sur sa lancée. Ça va vraiment être... ça va vraiment être Ça va vraiment être dingue. Ouais, et puis il faut que Et Liberton si le ça tienne, Thunder quoi. perd, ça sera la première fois depuis avant les playoffs qu'ils perdent de matchs consécutifs. Ouais, après, Ça serait dingue. c'était aussi le cas d'Indiana, hein. Indiana avait pas perdu de match Ah, mais consécutif complètement. depuis mars et ils ont perdu les matchs 4 et 5. En tout Le cas, Thunder, ça leur est pas encore arrivé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Denio a déjà commencé à préparer ce match 7. Il a fait le choix de sortir tous ses titulaires. Il n'y en a pas un seul qui a joué la moindre minute dans le quatrième quart-temps, je crois. Et c'était très clairement en vue de ce Game 7 dans la nuit de dimanche à lundi. Il voulait préserver ses forces vives et s'assurer que tout le monde soit à 100% pour le dénouement de la saison. Et c'est normal. J'ai vu des gens regretter le fait qu'on ait eu un garbage time aussi long. C'est normal en fait, c'est un choix qui est cohérent, c'est un choix qui est logique, c'est aussi ce qui a permis à Tyrese Haliburton de souffler aussi longtemps. Bon voilà, aujourd'hui le plus important c'est qu'on ait un Game 7 avec le plus de joueurs en forme, et ouais, j'ai tellement hâte, effectivement tu l'as dit, il faut qu'il y ait tellement d'ingrédients différents pour qu'Indiana puisse prendre ce match-là, à commencer par le banc, parce que vraiment le banc des Pacers joue un rôle énorme dans cette série, hein. McConnell, Topin, même Tellement. Mathurin, même quand il est maladroit, dans l'énergie, parfois dans la défense aussi, ses entrées font vraiment du bien. Et ce banc-là ce banc a tellement d'importance, si tu veux. En fait, cette équipe, dans sa capacité à revenir dans des matchs qu'on pensait perdus, tous les matchs qui sont arrachés dans le Money Time, l'implication et l'énergie des joueurs qui sortent du banc, ça joue un rôle colossal, parce que c'est aussi ça qui permet aux starters de se reposer, d'être frais dans le clutch. C'est aussi ça qui permet à cette équipe de jamais complètement perdre pied. Quand tu vois l'énergie que met un TJ McConnell quand il faut un pied sur le parquet, mais c'est de la folie. C'est trop bien. Franchement, ça fait trop plaisir qu'on ait ce Ouais. Game 7. Après, voilà. Alex Caruso, c'est 22 minutes jouées, 0 points inscrits. Je pense pas que ça va arriver au Game 7, Ah non, ça arrivera pas souvent, non. pour le coup. Euh, Et c'est ça aussi la force de Casey, c'est que leur role player, on l'a bien vu également au Game 5, ça. C'est que les role players, les Aaron Wiggins, les Kaysen Wallace, les Isaiah Joe, potentiellement, c'est à domicile que ces joueurs-là se sentent le mieux Tout à fait. et apportent cet élan collectif et permettent justement à l'attaque de Casey, qui, comme tu l'as très bien souligné tout à l'heure, n'est pas forcément le point fort. Leur point fort, Casey, leur identité profonde, c'est la pression défensive qu'ils arrivent à imposer. Et offensivement, voilà, quand Chegidius Alexander, lui, arrive à apporter ses points naturellement, comme d'habitude, et que derrière, il y a ça orbite autour de lui, et qu'il y a des apports offensifs qui viennent d'un peu partout, principalement de Jalen Williams, mais de tous les autres. On a vu Alex Caruso avoir des bonnes perfs offensives. Aaron Wiggins a scoré également. On sait que Kaysen Wallace est tout à fait capable de scorer également s'il en a l'opportunité, Bien sûr. Et d'ailleurs, s'il est dans un bon soir. Donc voilà, tous ces joueurs-là, on n'est pas à l'abri que Chet Holmgren tout d'un coup se redécouvre une adresse qui lui échappe, qui semble lui échapper depuis le début de ses finales NBA. On va voir ce qui va se passer, mais c'est sûr que de jouer à domicile pour OKC, c'est quand même très très bon signe pour eux, dans le sens où ils ont tendance vraiment à se sublimer quand ils jouent à la maison, quoi. oui, non, mais c'est ça, tout à fait. En fait, il faut pas oublier, évidemment, que OKC est très clairement les favoris, en fait. Je veux dire, c'était les favoris de Largement. ces finales, c'est les favoris de ce Game 7. Alors, je sais que sur les derniers podcasts, on a beaucoup parlé des Pacers, on a peut-être même mis plus l'accent sur eux que sur OKC, mais en fait, Mais parce que c'est eux qui ont le plus d'ajustements à faire vis-à-vis de Casey oui, aussi. et aussi, C'est pour ça qu'on en parle, c'est parce que c'est eux qui sont censés se dépatouiller avec une équipe qui est
all-time. Oui, non, mais c'est ça, en fait, c'est qu'on a parlé d'OKC toute la saison, en fait. Ils sont là où on les Hmm. attendait. Ça fait bien longtemps qu'on sait que cette équipe, elle est construite pour le titre. Indiana, par contre, personne ou presque ne misait sur eux, en fait. Il y a que au premier tour qu'ils étaient favoris de leur série. Début décembre, cette équipe, elle avait un bilan négatif. C'est la très belle histoire de cette saison, et c'est aussi pour ça que moi, personnellement, j'ai un peu tendance à mettre l'accent sur eux dans ces finales. Et qu'on soit clair, hein, si OKC remporte ce match 7, je serais pas déçu du tout, parce qu'on assiste à des finales incroyables, des playoffs qui sont superbes. On a le dénouement qu'on rêvait. Un Game 7 en finale NBA, c'est la quintessence de ce que la NBA peut offrir, que ce soit en termes d'enjeux sportifs ou de spectacle, parce qu'il ne faut pas oublier que la NBA est une entreprise de spectacle. Et le fait de mettre l'accent sur ce que font les Pacers, c'est pas du tout du mépris envers OKC. En fait, au contraire, c'est une marque de respect envers une équipe qu'on imaginait tous au-dessus du lot et qu'on voyait tous être sacré championne NBA au moment où on a fait la preview de ces finales. Et d'ailleurs, tu vois, quand on parle du collectif d'Indiana et de leur rotation, tu fais très bien de rappeler que la rotation du Thunder, elle est aussi extrêmement forte. Quand on a fait la preview, on mettait principalement l'accent sur la rotation d'OKC, parce que c'est l'équipe dont on pensait qu'elle avait le réservoir le plus profond, en fait. Complètement. Complètement. Et, cette finale NBA, enfin, il y a quand même. On se souvient tous de tous les pronostics. Hein. Les pronostics, c'était OKC en 5 matchs. La large majorité des pronostics avaient annoncé ça. Ah, les deux cotes les plus faibles, c'était en 5 ou en 4 même. Voilà. Donc, moi, je suis content que les Pacers aient fait mentir les pronostics. D'ailleurs, je crois que une équipe qui a jamais été pronostiquée comme favorite de n'importe quelle rencontre. Je crois que Indiana vient de battre un record qui était vieux de 35 ans sur le fait d'avoir gagné dans ces playoffs hein, un nombre incalculable de matchs où ils n'étaient pas du tout donnés comme le favori. Tout à l'heure, je disais que le Thunder à domicile était ultra dominant, ce qui est vrai. Juste pour rappeler sur le nombre de points inscrits dans ces finales. Sur 6 matchs, OKC a inscrit 7 points de plus seulement que les Pacers. Ces deux équipes sont au coude à coude, très clairement. Bien sûr. C'est pour ça qu'on est sur un game 7. Et le fait qu'Indiana en soit là à regarder droit dans les yeux le Thunder, qui, comme on l'a expliqué, le Thunder, c'est une équipe all-time. Personne au début des playoffs est en train de dire les Pacers, c'est une équipe all-time. Les Pacers sont dans un espèce d'élan depuis le début de ces playoffs qui est absolument magistral. C'est un truc magique, j'ai envie de dire, presque. Il y a ce collectif qui s'est créé. D'ailleurs, je me demande si plusieurs équipes vont pas poser leur candidature pour faire participer au NBA Game à Paris Tu crois? l'année prochaine parce qu'ils vont se dire tiens ça crée un collectif ce truc-là, c'est pas possible. Mais en fait, Mais ouais, c'est ça qui est... l'histoire est complètement folle. Le seul truc qu'on doit retenir au final, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'intro, c'est qu'on a une chance inouïe d'assister à une finale entre deux équipes qui se regardent droit dans les yeux, qui font des ajustements coaching où il y a des joueurs qui, d'un point de vue individuel, collectif, enfin, on a tout dans cette finale. Cette finale nous offre tous les éléments qu'on aime dans le basket. En tout cas, moi, en tant que fan, je peux pas demander mieux que ce à quoi on assiste actuellement dans cette finale. Quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et, Il y a absolument tout. en fait, en fait, mais je vais même te dire quelque part, Indiana a rien à perdre. Alors ça peut paraître un peu bête de dire ça, parce qu'évidemment qu'ils ont quelque chose à perdre. Ils sont à un match d'un titre NBA qui serait un des plus incroyables qu'on ait pu voir depuis très longtemps, mais Oui. personne les imaginait là. Ils ont offert en plus à leur public un match 6 remarquable pour leur dernière prestation à domicile de la saison. S'ils sont battus dimanche soir, personne sera surpris, personne va les mépriser en fait. Moi, vraiment, tout ce que j'espère, c'est qu'on ait un match 7 où les deux équipes jouent leur jeu. Je veux un match serré, ce qui n'était pas le cas du match 7 entre OKC et Denver, par exemple, en demi-finale de conf. Voilà, tout ce que je demande, c'est de voir un match 7 dont je me souviendrai longtemps, tout comme je me souviendrai longtemps de cette campagne de playoff. J'espère juste voir les deux équipes à leur meilleur niveau. Et si c'est le cas, je suis persuadé qu'on aura un très 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 grand match. Et j'espère aussi que l'arbitre ne sera pas Scott Foster, parce que plus que tout, j'espère que les arbitres ne seront pas des acteurs importants du match. Ah mais j'espère bien. Et quoi, c'est prévu c'est possible Non, qu'il on soit sait là. pas encore, on sait pas encore. Ah, Ok, en tout cas, ok, il fait ok. partie du pool d'arbitres qui est sélectionné pour les finales, donc c'est pas impossible qu'il y soit. Ah. Et d'ailleurs, s'il y est, hein,
La petite Hmm. déclaration de Rick Carlisle sur Scott Foster en conférence de presse il y a 2-3 jours, là, trop fort. Il est trop fort. Ah ouais. Ah, il est trop fort. Ouais, effectivement, ouais. Quand il a dit que il comprenait pas les critiques sur Scott Ouais, Foster, ouais. que pour lui c'était un métier absolument Ouais, incroyable, ouais, ouais. incroyablement difficile, et Scott Foster Quand j'ai lu la faisait pas. déclaration, je me suis dit, mais pourquoi? Et puis après, je me suis dit, quel tacticien. Le mec, il travaille au corps. Après, Scott Foster, ouais, non, j'espère pas, j'aime pas ça. Non, mais Je moi l'ai non déjà plus, dit, je j'aime pas plaisante, sa hein. façon Tout d'arbitrer. à fait, pareil. J'aime pas les fautes qui sifflent. Je sais En fait, pas. Scott Foster, quand tu regardes un match où il arbitre, t'as l'impression qu'il veut être un des acteurs principaux du match, et c'est pas le rôle des arbitres. C'est juste Ouais, pas c'est le rôle exactement des ce que tu arbitres. disais l'autre fois, ouais. C'est juste pas ça. Donc voilà, moi en fait, j'ai même pas d'attente précise sur le plan tactique, quoi. Je veux juste qu'on ait un grand match. Voilà, je pense que le match 6, c'est peut-être le meilleur match des finales que Indiana ait joué. Ils ont prouvé à nouveau qu'ils avaient une défense qui était capable de gêner vraiment OKC. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables de jouer leur jeu offensif et d'imprimer leur rythme face à un adversaire dont on a toujours dit que c'était pas possible d'imprimer son rythme face à eux. Ouais. Et ouais, voilà, Mais mais c'est tellement ça, Charlie. En fait, mais c'est ce dont on avait parlé à la fin du match 3 et 4. C'est ça qui est le plus impressionnant concernant les Pacers. C'est que face à OKC, on a quasiment vu personne se dépatouiller. Alors, Indiana a commencé la série de façon très difficile. C'était très compliqué de s'en sortir. Et là, force est de constater que même le match 4 qui a été perdu, même le match 5 où ils ont été dominés, mais sont quand même revenus dans le quatrième quart-temps, c'est ça qui m'impressionne le plus côté Indiana, c'est qu'ils ont réussi à maintenir leur jeu, à imposer leur jeu même à certaines occasions, et que là, on termine forcément sur le Game 6 avec ce sentiment que les Pacers sont tout à fait capables de dominer cette équipe du Thunder. Ce qui ne nous a pas été donné, ce qui n'était pas clair à plusieurs reprises, quoi. Dans cette campagne de playoff. On a rarement vu ça. ouais, je suis d'accord. Donc, Et je vais même te dire, même face à Denver, oui, tu vois, j'avais pas autant cette impression-là. tout à fait. Après, on va pas se mentir, cette série face à Denver, là, pour OKC, c'est de l'or en barre, en fait. Genre, au-delà du fait qu'ils sont favoris, ils ont cette expérience du match 7 remporté face à Denver, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pour un joueur comme Jalen Williams, par exemple, qu'on avait vu Complètement. très solide dans cette rencontre, c'est hyper important. Alors, côté Pacers, Siakam aussi, il a l'expérience des matchs 7. Je pense que le Game 7 contre les Sixers en demi-finale de conférence en 2019 avec le buzzer beater hallucinant de Kawhi Leonard, tout le monde s'en souvient. Il était là, Siakam, il a cette expérience-là. Ouais. Mais c'est clair que ouais, collectivement, le Thunder a déjà relevé cette épreuve d'un match 7. Qui plus est face à une équipe qui à l'époque était bien plus expérimentée qu'eux, Denver, et ils ont cette référence-là. Charlie, je vais terminer le podcast avec cette question te concernant. Enfin, te concernant. Cette question que je te pose concernant le Thunder. Est-ce que OKC, si OKC perdait ce match 7, on sait que si Indiana gagne, c'est formidable et tout ça. S'ils perdent, quelque part, les Pacers, ils ont rien à perdre. Ouais, c'est Très ça, clairement, quasiment ça. Ouais. dans tous les scénarios, je suis sûr que s'ils perdent le match à OKC quand ils rentrent à Indianapolis, C'est la fête. ils seront accueillis sous les hurrahs de la foule Moi, parce qu'ils j'espère. ont été absolument magnifiques tous ces playoffs. Ouais, j'espère vraiment. Et qu'à la fin, il faut bien qu'il y en ait 1 sur 30 qui gagne. Et puis voilà, c'est la meilleure équipe, une des équipes les plus dominantes de l'histoire. On a déjà répété ça en long, en large et en travers. Admettons maintenant que ce soit le Thunder. Le Thunder, à qui on les tient à une espèce d'excellence quand même assez hallucinante pour une équipe de gamins. Enfin, c'est une des équipes les plus jeunes de toute la ligue. Ils sont là parce que justement ces jeunes joueurs ont réussi à faire corps, ont réussi à créer ce collectif, cette défense autour d'un coach, autour d'un joueur qui est devenu MVP à 26 ans, qui est Shai Alexander. Alors, si tu regardes un petit peu les pourcentages d'adresse, Shai Alexander, si aujourd'hui la série s'arrêtait, tu regardes ses pourcentages, c'est pas fou. Mais ses stats sont, voilà, il est à 30 points, 4,5 rebonds, 4,5 passes. Défensivement, c'est deux interceptions, 1,5 contre.
le mec, il est impeccable. Jalen Williams, il a eu des moments forts, il a eu des moments plus compliqués. Pareil, en termes d'adresse au tir, c'est un peu compliqué. Et Holmgren, on en a parlé. Bref, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, est-ce que le Thunder, s'ils perdent cette finale, c'est une horrible déception ou est-ce qu'ils méritent qu'on prenne quand même en considération le fait que la première série qu'ils ont gagnée ensemble, c'était l'année dernière? Et que là, ils sont en finale et qu'on est tous là à attendre qu'ils marchent sur tout le monde. Et je trouve que c'est des attentes qui sont... Je les comprends, elles sont justifiées étant donné la saison et la domination dont ils ont fait preuve, mais je trouve qu'il faut quand même un peu recadrer les choses concernant cette équipe, tu ne penses pas? Si, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et s'ils venaient à perdre, non, je pense qu'il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de catastrophe. C'est encore une fois, c'est une équipe qui est tellement jeune. Maintenant, est-ce que pour autant, ça voudrait dire qu'il faudrait pas faire évoluer l'effectif, par exemple? Ça sera au front office de décider. Ils ont tellement Tout à fait. d'assets, ils ont tellement de marge de manœuvre que c'est une chose qui est totalement possible. Mais non, il y aura pas de catastrophe en fait. Je suis d'accord. Je pense que compte tenu des spécificités de cette équipe, à commencer par leur moyenne d'âge, on pourra pas dire que c'est une catastrophe. Maintenant, ça sera quand même une vraie déception. Ah mais complètement, ça je suis d'accord. Ça sera une déception, mais pour moi c'est pas une catastrophe Et je vais te où dire, tu es en train de refondre totalement l'histoire de cette équipe en disant attendez, il va falloir... parce que en demi-finale de conf, on était quand même à entendre des gens dire il faut virer Jalen Williams, c'est la condition sine qua non pour aller gagner un titre. ouais, mais On a entendu ça. c'est la culture de l'instant. Après, je vais quand même te dire, il y aura plus de déception s'ils perdent ces finales contre Indiana que s'ils les avaient perdues, par exemple, contre une équipe de Boston Hmm. au complet, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Alors que ça, c'est pareil. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Quelqu'un qui penserait ça et qui me dirait ce truc-là, je comprends pourquoi dire ça, pourquoi tu peux dire un truc pareil. Quand tu vois le parcours d'Indiana, très sincèrement, enfin après, c'est tellement inattendu comme parcours Ah ouais. Non, en fait, que quand je dis une équipe de c'est Boston au compliqué. Mais complet, je veux dire une équipe de Boston aussi dominante qu'elle l'était, par exemple, la saison dernière, tu vois. ouais, j'entends bien. Ouais. Pas juste au complet, parce qu'effectivement, même en début de playoff, quand Boston était au complet, ils n'étaient pas du tout au même niveau que la saison dernière. Mais voilà, il y a pas de catastrophe. Et encore une fois, il faut pas oublier que Chet Holmgren, il a 23 ans, que Isaiah Joe, il a 25, Cason Wallace, il a 21. Tous ces mecs-là vont progresser. Ils sont tous là la saison prochaine, Et ils bien sont tous sûr, signés, tous sous contrat, tout va bien. Et je pense même que l'année prochaine, il y aura Nicolas Topic, parce que tu vois, on parle souvent en du manque plus, de création ouais, ouais, derrière. Nicolas Topic, il va arriver, le monsieur. je pense que cette équipe va rouler sur la ligue l'année prochaine. Victoire ou pas victoire au Game 7, je pense que le Thunder va nous faire une saison violente la saison prochaine. En théorie, oui. Si tout va bien. Maintenant, voilà, maintenant, il y a quand même un scénario s'ils perdent, où des failles peuvent apparaître dans le vestiaire, il peut y avoir, tu vois, des problèmes de confiance, il peut aussi y avoir des mauvais choix du front office, hein. C'est pas quelque chose auquel on est habitué de la part du front office de Casey, vu ce qu'ils ont fait ces derniers mois, mais tu vois, s'ils décident de faire évoluer l'effectif à cause de cette défaite et qu'ils se plantent dans les profils qu'ils ramènent, ça peut aussi être un problème. Voilà, il y a pas de, le chemin n'est pas tout tracé non plus. Est-ce que on lui tombe dessus à Chegidus Alexander si ça perd à OKC? Non, Est-ce qu'il mériterait qu'on le tienne à un niveau d'exigence hyper élevé comme on peut le tenir pour d'autres joueurs est-ce que, qui sont MVP, qu'on présente comme des joueurs historiques et ainsi de suite? Est-ce que lui mériterait qu'on retienne ça contre lui si jamais il perdait? non, parce que c'est pas du tout le seul coupable. Moi, je vais te dire franchement, je pense que si OKC perd ses finales, Hmm. celui qui a le plus de responsabilités, c'est Marc Daigneault. Je suis d'accord avec toi. Je suis absolument d'accord avec toi, Et Charlie. ça veut pas du tout dire Tu qu'il peux faut pas savoir virer à quel Marc point. Daigneault, hein. Ouais, 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 C'est un ouais. coach qui est extrêmement jeune, il a encore bien le temps de progresser, il y a aucun problème Et qui a là-dessus. fait des choses très très bien, Mais enfin bien sûr, largement même. attends, il est incroyable, Mais oui, il est incroyable. il est hallucinant, et il a 40 ans. Mais sur des détails qui font toute la différence parfois à ce niveau de compétition, effectivement, tu peux te poser la question. Ouais. Bah, en fait, c'est, je pense que sur l'ensemble de la série, c'est la seule match-up, tu vois, celle des coachs, où je dirais sans hésiter que c'est remporté par Indiana. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis absolument d'accord avec toi. Et je pense que également Siakam domine ses duels. C'est vrai aussi, ouais.
Tu as raison. Siakam est Un joueur magnifique. est un problème important pour OKC. Et c'est marrant parce que ces stats, elles sont pas, elles hurlent pas quand tu les regardes comme ça brutes, mais sur un terrain, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, tu vois le Game 5, sans lui et TJ McConnell, ça recolle pas au score, quoi. Et le fait qu'ils aient été capables de le faire alors que le Thunder est en train de dérouler violemment l'histoire, leur jeu, voilà. Tu nous fais un malaise, Charlie? Non, pardon, j'essayais de pas de pas activer mon micro trop parce qu'il y avait des sirènes qui me tournaient autour. Il y avait toutes les sirènes. Tu vas bien? Oui, okay. Je vais très bien. Okay. Non, mais ouais, non, aucun malaise avant d'avoir assisté à ce match 7, c'est hors de question que je rate ça. ouais, carrément. En tout cas, on en reparlera, toi et moi, lundi soir, donc, pour faire le bilan de ces finales. On aura l'occasion de parler justement un petit peu en fonction de ce qui va se passer pendant cette rencontre. Qui va réussir à sortir la tête de l'eau, qui c'est qui va boire la tasse, qui c'est qui va faire de la brasse coulée, qui c'est qui sera MVP des finales aussi, hein, si c'est Indiana. Est-ce que... Oui, parce que le Thunder, c'est à peu près clair. Ah ouais, c'est à peu près clair. Pas de doute. Il n'y a aucun doute. Si c'est les Pacers, pour moi, il y a vraiment pas de doute, en fait. Mais moi, je pense qu'une belle performance au match 7, ça peut changer. De qui? Non, je pense qu'une grosse performance au match 7, ça peut changer les choses, tu vois. Un petit 30 points de TJ McConnell en sortie de banc, là. Ouais, ça te déplairait pas, tu sais. Ah, bah moi non plus. Alors là, j'adorerais. TJ McConnell, MVP des finales. Il est incroyable, ce joueur, parce que déjà, quand il était à Philadelphie, la capacité qu'a ce joueur d'électriser une foule, de créer des... Enfin, c'est fou. Ce joueur est un c'est un des meilleurs remplaçants de la ligue. Ça devrait être interdit d'avoir deux joueurs comme McConnell et Nembhard dans son effectif. Je suis d'accord. Deux joueurs aussi sympathiques. Ça devrait pas être permis. Ça devrait être interdit. Charlie, on se retrouve lundi soir. Ouais, avec plaisir. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Je reprécise que samedi matin, demain matin, pour ceux qui écouteront ce podcast vendredi soir, le jour où il est enregistré et où il va être diffusé, vous allez retrouver donc un podcast sur la draft qui se déroulera mercredi, jeudi. Voilà, donc c'est samedi matin, 21 juin. Vous allez pouvoir écouter ça. Et puis lundi, on fait le débrief du Game 7 avec le champion de l'année 2025. Voilà, merci à vous de votre fidélité. Merci de nous écouter. À très bientôt. Bye bye.